à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau numéro au sud. Cette fois, je vous emmène dans l'Aubrac, un massif volcanique qui date d'il y a plusieurs millions d'années et qui se situe à cheval sur 3 départements, la Lozère, le Cantal et l'Aveyron. Bon, la météo n'est pas du tout de notre côté, donc il va falloir se couvrir. Comme chaque semaine, je vais aller à la rencontre de gens passionnés et passionnants qui vivent en Occitanie, juste à côté de chez vous. Bertrand, guide de montagne et spécialiste de la survie. Florent, qui fabrique le seul whisky du plateau. Et bien sûr, que serait l'Aubrac sans son patrimoine, ses burons et ses fameuses vaches. L'égérie du Salon de l'Agriculture de cette année vient même d'ici. Elle s'appelle Haute et nous allons aller à sa rencontre. Je crois qu'on est prêt. On peut y aller. Pour commencer, je vais vous présenter Gonzalo, un enfant du pays. Il connaît l'Aubrac comme sa poche et c'est lui qui sera mon guide sur le plateau. Je vais le retrouver à 2 pas d'ici. Voilà Gonzalo. Oula, on s'enfonce beaucoup. Ah oui, là, ça vient par ici, c'est plus facile. Mais ça va pas être possible de marcher comme ça. Voilà. Salut Gonzalo. Bonjour Émilie, fais attention. Hop. Merci voilà. beaucoup. Il y a beaucoup de neige en ce moment. Un petit peu de neige, ouais, pas grand chose, mais bon, on va avoir besoin des raquettes, donc je vais t'équiper. Voilà. Alors je vais te donner ces raquettes-là. Vas-y. On bloque comme ça, et après, on met juste ça comme ceci, et voilà. Merci. Allez, Bon, on va pouvoir y aller. Ouais. Voilà, tu regardes le paysage, tu te laisses porter comme ça, tranquillement, tu vois. Regarde la forme de cet arbre complètement tourmenté. Ça donne l'impression d'une forêt fantastique, là, hein. On s'attendrait à voir sortir une bête du bois, quoi, quelque chose. Oui, parce que là, on est à quelques pas du territoire de la bête du Gévaudan. Oui, complètement. Pour rappeler l'histoire, on est au milieu du XVIIIe siècle et la bête du Gévaudan serait à l'origine de la mort d'une centaine de personnes en l'espace de 3 ans. Tout à fait, oui, oui. On a un épisode qui constitue actuellement encore une véritable énigme. On ne sait pas au final si c'était une hyène, si c'était un loup un peu hors norme, si c'était des loups enragés. Alors les historiens au début des années 80 se sont un petit peu replongés dans la chronologie des faits en appliquant des méthodes scientifiques d'investigation pour essayer de tirer au clair cette affaire. Alors on a tout évoqué, hein, même le fait d'un tueur en série, hein, crime. Oui, parce que finalement, ça pouvait aussi être un psychopathe. Ah oui, complètement, un psychopathe. Oui, aujourd'hui, ça reste encore un mystère. Une énigme totale, ce qui rend cette histoire-là tout à fait intéressante. Ouais. Bon, alors, puisqu'on ne l'a pas trouvé, restons vigilants. Ouais, on va faire attention. Gonzalo est né en Espagne, mais il a grandi ici. Ses parents se sont installés sur l'Aubrac dans les années 60 et il était tellement passionné par la région qu'il est devenu le premier accompagnateur montagne du plateau. Alors là, on change complètement de paysage, c'est beaucoup moins enneigé. Oui, complètement. Là, on est sur les montagnes de transhumance. On est sur un plateau volcanique qui a été dans un premier temps occupé par une grande forêt de hêtres. Et puis au fil des siècles, les hommes qui sont installés sur ce plateau ont défriché cette forêt pour mettre en valeur des pâturages et développer, bon, dans un premier temps, l'élevage des brebis et ensuite l'élevage bovin qu'on connaît aujourd'hui, quoi. Donc ce paysage a quand même été touché par l'homme, il n'est pas complètement naturel. Non, c'est un paysage qui a été façonné, travaillé par l'homme pour justement le valoriser sur le plan de l'élevage. Mais ça a pris plus de 1000 ans. J'ai vraiment pas l'impression d'être en France quand on voit ces paysages. Je sais pas toi, mais moi ça me fait penser à l'Écosse. Ah oui, le paysage a un petit air écossais, on se croirait dans les Highlands, avec toute cette minéralité, toute cette eau omniprésente. Oui, c'est tout à fait ça, ouais. Justement, l'Écosse, il va en être question, parce que ça a donné l'idée à des jeunes de lancer le premier whisky du plateau de l'Aubrac. On va quitter un instant Gonzalo et le plateau pour aller découvrir 12, la première distillerie du plateau de l'Aubrac. Je vous emmène dans l'Aubrac écossais et on se retrouve après. Salut Émilie. Ça va? Bien et toi? Oui.
C'est donc ici que tu distilles le whisky d'Aubrac. Le seul. Tout à fait. Le seul whisky pour l'instant sur l'Aubrac. Je peux goûter? Bien sûr, vas-y. C'est fort. Hein. C'est très fort. C'est très très fort. Parce que c'est de l'eau de vie qui sort. Là, c'est vraiment ce qu'on appelle l'eau de vie. C'est une eau de vie de Malte. Aujourd'hui, on ne peut pas l'appeler whisky. C'est encore transparent. Ça n'a pas 3 ans. Ça n'a pas vieilli en fût. Là, l'infloteur, il indique 70 et il coule. Donc, on doit être à 71, 72. Ah oui, quand même. Ouais. Explique-moi un petit peu le processus. Alors là, tout simplement, on va charger environ 700 litres de bière. Cette bière. De la bière? De la bière. Pour faire du whisky? Ouais, tout à fait. Le whisky, c'est une bière distillée. Et le but du jeu, ça va être de séparer l'alcool de l'eau. C'est le principe de la distillation. Donc, avec les 700 litres de bière, j'aurai environ 60 litres sortis d'alambic, de jus blanc, comme tu as goûté juste avant. Maintenant, j'aimerais bien voir comment est-ce que tu fais cette bière. Eh bien, justement, on va à la brasserie. Florent fabrique son whisky à partir d'ingrédients locaux. L'eau de source provient du plateau et l'orge du sud de l'Aveyron. Ok, donc tout commence par l'orge. Par l'orge maltais, tout à fait. Cet orge maltais, on va le concasser pour obtenir une farine assez grossière. Ce qui ressemble à ça. Exactement. Ok, donc en fait, on passe de ça à ça. Exactement. Et donc ensuite, tout passe ici. Et ensuite, on travaille uniquement avec la gravité. La deuxième étape, ici. C'est ici, exactement. Hop. Et après, tout simplement, le grain tombe par gravité, 1000 litres d'eau, les 400 kg de grain, et on brasse pendant 80 minutes. Hop. Et ensuite, tout simplement, une étape de filtration, une étape de refroidissement, et ça part dans les fermenteurs. Là, on en a pour 6 jours de fermentation. Bouge pas. Hop. Et là, c'est la bière de demain. Ça sent la bière, mais en plus concentré. Et ça a l'air plus épais. C'est un petit peu plus épais. Nous, on cherche une bière un petit peu plus forte que la moyenne. Et donc, c'est ça que tu vas distiller et qui va devenir transparent. Exactement, demain matin, 700 litres. C'est dingue. Vous saviez, vous, que c'était fait à partir de bière? Vas-y, Émilie. Ça sent le whisky. Ici. Voilà, c'est là que le whisky passe des jours heureux. Mets ton nez là-dessus. Ah oui, ça sent fort. Hein. Oui. Mais ça sent très bon. Voilà, là on est sur un petit fût neuf qui fait juste 110 litres et qui a un petit peu plus d'1 an et demi déjà. Bah, et ça doit rester combien de temps? Au moins 3 ans. Au moins 3 ans. Au moins 3 ans. Je peux même pas imaginer ce que ça va donner dans 1 an et demi. Oh, j'ai une bonne idée déjà, mais après le bois travaille vite, c'est-à-dire que pendant les 6-8 premiers mois, il y a beaucoup d'arômes qui se mettent et après ces arômes ils vont se patiner. Et donc tu vois là, Émilie, il y a la toute première barrique que j'ai distillée. Et qu'est-ce qu'elle représente pour toi finalement? C'était le début d'une aventure. C'est le début d'une aventure et puis c'est la première barrique de ma vie de distillateur, enfin du moins professionnel. Donc forcément, il y a beaucoup d'émotions. C'est un joli fût qui, j'espère, fera des heureux. Alors ça doit rester encore un moment en fût, mais est-ce que je peux voir quand même à quoi ça ressemble? Bien sûr. En fait, je suis pas très alcool fort, mais c'est peut-être parce que j'ai jamais goûté de bon whisky. Je pense, c'est souvent le problème. Évidemment. Hop. On partage. De toute façon, je vais juste tremper les lèvres. Alors, j'ai un peu de mal, chauffe. moi, avec Voilà. l'alcool fort de toute façon. Mais je t'assure que c'est de loin le meilleur whisky que j'ai goûté. Vraiment. C'est très gentil. Et toi, tu prends toujours autant de plaisir à le déguster? Toujours. J'essaie toujours de goûter le matin, entre 10 et 11 heures. Et c'est un petit rituel comme ça, je goûte 2, 3, 4 fûts pour savoir où ils en sont, savoir comment... Le matin, t'y arrives? Le matin, surtout le matin. En fait, c'est avant de déjeuner qu'on a les papilles alertes. On crache tout ce qu'on déguste. On déguste, on goûte pas, hein. On déguste vraiment avec parcimonie. Et 90% du boulot se fait au nez. En Europe, le whisky doit vieillir dans des fûts en bois pendant au moins 3 ans pour bénéficier de l'appellation. Le whisky de l'Aubrac verra donc le jour en 2020.
Je poursuis mon voyage dans l'Aubrac aux côtés de Gonzalo. Nous nous rendons au Buron de la Treille. Ces bâtiments en pierre font partie du patrimoine de la région. Ils sont exploités par les éleveurs de juin à septembre lorsque les bêtes sont dans les pâturages. Aujourd'hui, les burons traditionnels sont rares. Celui d'Hugo, fromager et fils de Gonzalo, est un des derniers. Il est au milieu de nulle part. Ah ouais, complet là, ouais. Là, on est vraiment en pleine nature, un peu plus de 1300 mètres d'altitude. Et bonjour. Bonjour. Entrez, Mini. Il fait meilleur ici. On commence à se cailler. Hugo? Voilà, je te présente Enchanté. Hugo. En effet, il y a un petit air de ressemblance. Un petit peu, ouais. Gigi, ma compagne. Bonjour. Enchantée. Merci de nous accueillir. Bon alors toi, Hugo, tu es le dernier à faire du fromage de l'aïeul dans un buron. Voilà, mais, ça fait 2 ans qu'on a rattaqué à utiliser ce buron qui était déjà prêt pour transformer. Et on s'est associé avec un producteur et on traite les vaches sur la montagne, en fait, de juin à septembre. Et par la suite, moi, je transforme à la suite de la traite directement Le fromage dans ici. l'atelier que je vais te montrer. Donc uniquement l'été. Ouais. Tu me fais visiter? Allez, c'est parti. On va voir la fromagerie. Alors, on va s'équiper déjà. Hop, allez. Waouh, magnifique. Voilà, bon, ça sent un peu l'affinage, on va dire. Oh, ça sent très fort. Donc là, tu as les différents stades. Bon, sur 4 mois, c'est assez court. Mais les plus vieux sont de ce côté-là et après, c'est dans l'ordre. Et les plus jeunes, tu Et les as ici, à on ta a les gauche. plus jeunes, qui Voilà, sont plus clairs. qui sont plus clairs, voilà. Ils ont tendance à se foncer un peu et à mettre un peu de relief, là. Voilà. Donc toi, tu viens ici une fois par semaine l'hiver pour les retourner. Voilà. Bah, je vais le faire avec toi alors. Eh bien, allez, si tu veux. Alors, comment ça se retourne? Lui, par exemple? Voilà, alors tu le prends, voilà. Non, mais attends. Ah, mais ça Attends, fait mais c'est 50 kilos. impossible. Ça baisse combien? Ça, Oh là là. entre 45 et Je vous 50 jure, c'est kilos. impossible à retourner. Non, mais en fait, je ne peux pas t'aider. Je ne suis pas en mesure de te donner un Mais coup de main. si, c'est pas compliqué. Alors, tu prends... En plus, il faut les frotter pour bien répartir les moisissures, on va dire, d'affinage sur toute la surface du fromage. Donc, on fait un peu le tour. Hop, et après, tu les retournes. À une main, si ça, c'est pas une Hop, humiliation. et après, voilà. Parce qu'en fait, il y a toujours la face qui est sur la planche est toujours plus moite. Donc, il faut qu'elle se sèche. Et voilà, toutes les semaines, c'est le geste qu'on fait. Ça va, ça te fait les bras. Ah, mais ça fait un peu les bras. Cette année, Hugo a produit 7 tonnes de fromage, soit près de 160 laïeuls sur une saison. C'est vrai. Bon alors, on le fait cet aligot? Allez, c'est parti. Donc là, tu fais des petites lamelles, c'est pas d'importance, c'est assez fines, qui fondent assez vite. Toi, Hugo, tu es finalement le dernier fromager à faire du laïeul dans un buron. Voilà, alors dans un bureau, on est les seuls à en faire, en appellation laïeul. Après, des fromagers qui font du laïeul fermier sur l'exploitation, il y en a actuellement 3 et ils s'en montent encore, donc ça perdure quand même. Et pour toi, c'était important de fabriquer du fromage dans un buron? Ben, Ça oui. redore le patrimoine de l'Aubrac aussi. Ben oui, pour moi, c'est le plus logique, c'est qu'un buron serve à faire du laïeul, de la fourme, du fromage. C'était son but à l'origine, donc... Et tu aimes rester ici tout l'été? Oui, c'est assez sympa, ouais. C'est un peu une vie de moine, des fois, mais ça va. C'est vrai qu'il n'y a pas grand monde. Il n'y a pas grand monde l'été ici, à part quelques milliers de vaches quand même. Ah oui, les vaches, il en manque pas, ouais. Alors, la recette de l'aligot, c'est des pommes de terre écrasées. De la crème, du sel et de la tome. Hop, attends un Ce peu. que j'aime, quoi. Laisse-moi tourner. On va commencer par ça. Vas-y, mets tout. Impeccable. Ça chauffe? Ça y est, ouais. Allez, hop. Allez, on va le mettre sur le tabouret. À toi l'honneur. Qu'est-ce qu'il faut que je Faire fasse? filer. Alors, tu Montre-moi. tournes, t'en attrapes assez, et après, tu essaies de
de le monter. Comment est-ce qu'on appelle ça? C'est le fil de l'aligot. Faire filer l'aligot. Alors. Allez, on te tient. Vite de m'en mettre sur la tête. Allez, la droite. encore. Oh, Ouais. C'est Tu bon vois, Ouais. il manque encore un peu de chaleur. donc ça manque en fait. Ouais. Il faut que ça reste élastique jusqu'en haut. Le plus possible. Ouais, comme ça, encore. Ouais, pas mal. C'est Pas mal. Ouais, honorable, dirons-nous. Bon, mais il n'y a plus qu'à mettre la table. Hein. On va finir de déguster cet aligot et moi je vous retrouve demain. Il sera encore question des vaches d'Aubrac. Je vais aller rencontrer Haute, qui était l'égérie du salon de l'agriculture de cette année. Elle a grandi tout près d'ici, près de l'Ailleul. Ah. Il y a un petit chien qui vient nous accueillir, il a pas l'air... Ah, ça doit être Thibaut aussi, c'est lui. Ah, yes, j'ai trouvé. Ah. Bonjour Thibaut. Hey, salut toi. J'ai enfin fini par te trouver. C'est pas facile. Bonjour. C'est Ici, 3 c'est 3. Hein. Voilà, c'est 3. D'accord, je me perds un petit Tout à peu fait. parfois. Bon, merci de m'accueillir. Oui, avec plaisir. Et j'entends pas de vaches par contre. Non, elles sont encore en train de dormir, elles font la grosse mat. Elles sont à l'intérieur, elles ont mangé, elles digèrent, et voilà quoi. Donc c'est vrai que c'est la période un peu plus calme là. On va aller voir? Oui, il n'y a pas de souci. Voilà Haute, égérie du Salon international de l'agriculture 2018. La star de l'Aubrac. Ouais. Elle est magnifique. Voilà. Elle attend pour la petite toilette. Ah, mais on va lui faire. Donc, toujours le même rituel, la petite brosse. Si tu veux, je te laisse le faire. Oui. Tu vois, la brosse là, tout un petit peu. Tout Alors derrière. montre-moi, dans quel sens? Alors voilà, on essaye on fait des petits ronds et après on le fait friser. C'est-à-dire qu'on remonte le poil à contresens. Bon alors, comment est-ce qu'on devient égérie du salon de l'agriculture? Il faut avoir un haut potentiel génétique, c'est-à-dire faire partie des meilleures vaches de la race Aubrac et après avoir toutes les caractéristiques de la race Aubrac. Ce sont lesquelles? Ces cornes par exemple, c'est important? Oui, ces cornes en forme de lyre. Après toutes les extrémités noires, c'est-à-dire la pointe des cornes noires, le museau, les sabots, le bout de la queue qui est noir aussi, et même la langue, et après bien maquillé de noir. Après une couleur fromente, voilà comme on peut Couleur le voir. fromente, caramel. Voilà, caramel, ouais, c'est vrai. Et toi, tu as toujours participé à des concours dans la famille? Vous l'avez toujours fait? Son papa par exemple a déjà eu un prix. Tout à fait, oui, après les concours c'est une passion avant tout. C'est une passion qu'avait mon père, mon épouse aussi, donc c'est vrai que c'est une passion et aussi ça permet de voir où en est le cheptel. Et après, une reconnaissance aussi du troupeau. C'est une consécration d'avoir Haute en égérie du centre d'agriculture. Oui, oui, tout à fait. C'est exceptionnel pour nous, c'est exceptionnel pour la race. Mais c'est vrai qu'il faut quand même avoir du temps à passer, aimer les concours, aimer dialoguer et surtout pour faire bien connaître l'Aubrac et faire connaître notre territoire qui est quand même magique. C'est pas que la race et que Haute qui est à l'honneur. C'est tout un territoire et un esprit collectif. Elle a fièrement porté les couleurs de la région. 1, 2, 3, souris. Souris, on te regarde un peu. Merci. Faut faire gaffe aux cornes. Je sais pas si ça sera juste. Hein. Dans les années 70, la vache Aubrac a bien failli disparaître, car c'est une race mixte, à la fois productrice de viande et de lait. Grâce à des éleveurs passionnés comme Thibaut, on compte aujourd'hui plus de 200 000 vaches Aubrac sur le territoire. Je vais maintenant retrouver Bertrand. Il est guide de montagne et spécialiste de la survie. Je dois le retrouver près de l'Ailleul, tout près d'une station de ski. En fait, il y a 5 stations de ski dans la région. Elles sont familiales, elles ont été créées dans les années 50 et aujourd'hui elles accueillent environ 50 000 personnes par saison. Je vous ai pas tout dit. Bertrand va m'apprendre à fabriquer un igloo. Ah, et apparemment on va pas y aller à pied. Salut Bertrand. Salut Mini. Ça va? Oui, toi.
Oui, très bien. Bon, alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est des gros vélos. Alors voilà, c'est la nouvelle tendance du moment, c'est les fat bikes. Et ça permet de se déplacer sur la neige ou... Alors sur la neige, la boue, le sable, en fait ça a été développé en Amérique du Nord parce que les saisons d'hiver étaient longues et les cyclistes avaient besoin de faire du vélo aussi l'hiver. Donc un peu lourd, ont... Ouais, c'est assez lourd parce que ceux-là ils sont électriques. Tu vois, on a une batterie, on a une assistance électrique. Ah, c'est bien Voilà, ça. donc ça Fallait va commencer par ça. Ça va te faciliter les choses. Attention, go. C'est génial. Monter sans effort. Voilà. Voilà, et du coup c'est un sport qui est accessible à tous parce que tu sois sportif ou pas, ça te permet de découvrir le VTT Ça aide complètement. de ça façon change hyper tout. confortable. Oula. Mets-toi debout comme ça, hop. Bon. Ah oui, c'est à freine dure. Hein. Ouais, ouais. Hop là, on y va. Ok, debout, souple. Ouais, pas debout par crispé, exemple, et tu laisses aller. Et prendre un peu de vitesse. Nickel, c'est bon. Pas si tout terrain que ça. Hein. Ah si. Alors là, c'est la gadoue. Passe bien là où je passe. Ne sinon- pas tomber dans la gadoue. Allez, Lily, courage. Ça a failli être le drame. J'arrive. Je vais bien à tout secours. On a frôlé l'accident dans la boue. On est parti. Allez, go. On y va. Oh, c'est poussif. Allez. Ah, je le vois. Le fameux igloo. Voilà. Ah, mais il est gros. Ah ben ouais, tu vas voir. Alors tu vois, j'ai dû trouver une zone bien spécifique parce qu'il n'y a pas trop de neige. Donc il a fallu que je trouve un tas de neige naturelle, donc c'est-à-dire une congère. Ah, mais ça tient vraiment Oui, ça tient. grâce à la neige. Oui, en fait, la neige a une bonne cohésion, donc elle est assez compacte. Et surtout, elle est en forme de dôme. Donc du coup, c'est comme le principe de la voûte. Si je le fais carré, par exemple, le toit s'effondre forcément. Alors que là, on est sur quelque chose d'assez rond. Donc du coup, il y a une cohésion de la neige qui se crée et une répartition du poids. Donc normalement, ça tient. Ah là, c'est dingue. Je peux rentrer dedans. Ouais, vas-y. Ça va passer. Non, non, non. C'est la deuxième partie du visitage. Construire un igloo, ce n'est pas bien compliqué. Il suffit de trouver une congère, creuser en arrondi et déposer la neige sur le dessus. C'est pas encore meublé. Hein. Non, j'ai plus le temps de mettre les meubles. Alors ça, c'est un abri de fortune. Tu te réfugies sous un igloo Ah ben, alors, si jour, jamais c'était- tu es perdu, par exemple. Voilà, si t'es perdu sous l'Aubrac, que t'as aucun moyen de retrouver une maison, une habitation, et qu'il te faut passer la nuit dehors, ben, la seule solution, c'est l'igloo. Quel est l'avantage de se mettre à l'abri sous la neige? On va geler. Non, justement. Il fera, mettons, tu es dans une tempête, il fait moins 10 dehors. Là, tu es dans un abri qui est complètement isolé. Donc la neige est composée d'eau, de glace et aussi d'air. Donc c'est un très bon isolant. Donc il fait toujours 0 degré dans l'igloo. Donc tu peux avoir moins 10, moins 15 degrés à l'extérieur. Dans un igloo, tu auras toujours à peu près 0 degré. Et après, grâce à la chaleur humaine, ton habitacle va se chauffer naturellement. Donc tu peux monter à 1, 2, 3 degrés. Voilà. Le seul problème, c'est qu'au bout d'un moment, quand la température monte à l'intérieur de l'igloo, qu'est-ce qui se passe? La paroi commence à fondre. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir un dôme bien arrondi à l'intérieur pour que la goutte d'eau ruisselle sur les côtés et ne tombe pas dessus en pleine nuit. Parce que sinon, tu risques de mal dormir. Et toi, ça t'a déjà sauvé la vie de fabriquer un igloo? Oui, moi, c'est une fois, j'étais parti tout seul, un peu tard. J'étais parti tout seul repérer les circuits et je me suis retrouvé dans le brouillard, tempête de neige. La seule solution que j'avais, c'était de rester sur place. J'aurais continué, je me serais peut-être encore plus perdu, j'aurais perdu de l'énergie, donc c'était la seule solution à faire. Heureusement, j'étais équipé, j'avais tout ce qu'il faut dans mon sac, j'avais une bâche, j'avais un sac de couchage, et j'ai passé plutôt une bonne nuit, quoi. Mais c'est vrai que dans la soirée, j'ai un peu stressé, donc du coup, je me suis dit, vaut mieux que je reste sur place que vouloir partir loin quand il fait des températures négatives, où on peut geler des mains, des pieds, donc voilà. Après, il faut faire attention de bien choisir son endroit. Quand on est en forêt, si tu es sur une tempête, qu'il y a beaucoup de vent, vaut mieux éviter de se mettre proche d'un arbre. Si l'arbre tombe sur l'igloo, là par contre, là tu te fais écraser. Là, on est un peu mal, par exemple. Là ça va, on est en lisière, et puis nous on a des hêtres ici qui sont très costauds, qui sont très bien ancrés au sol. Un peu comme les gens d'ici, on est très ancrés dans notre territoire. Voilà. Merci beaucoup, Bertrand, pour Avec ces plaisir. quelques techniques de survie. Ouais, avec plaisir. A priori, il n'est pas censé m'arriver de problème. Non, normalement non. Tu me raccompagnes quand même parce Oui, que bien sûr, on va reprendre les vélos. même attends. si je sais faire un igloo maintenant, j'ai quand même pas envie d'avoir à passer la nuit dehors. Ouais, on va repartir en fat bike. Il est temps pour moi de quitter l'Aubrac, ses burons, ses vaches, son aligot.
son whisky aussi. J'en profite pour remercier tous les intervenants qui ont participé à cette émission. Merci aussi à vous pour votre fidélité. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures au Sud.